dans Parlons-en. Aujourd'hui, je vous propose de faire une pause dans l'actualité effrénée de ces derniers jours pour parler avec mes invités d'un objet que vous avez sans doute déjà tenu entre vos mains, une BD, la bande dessinée, le 9e art comme on dit parfois, qui existe selon certains depuis que l'homme s'est représenté le monde autour de lui. Une bande dessinée qui est un phénomène de société aujourd'hui, 85 millions de BD vendus chaque année en France, c'est plus qu'une par habitant. Une BD qui s'expose dans l'un des plus grands musées d'art moderne et contemporain du monde, le Centre Pompidou, ici à Paris. La BD à tous les étages, c'est le nom de cette exposition, quintuple exposition événement. L'une des co-commissaires est avec nous et le dessinateur Emmanuel Guibert, dont certains des dessins figurent dans cette exposition. Et là aussi, on a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Ans et plus d'histoire de la bande dessinée au Centre Pompidou. C'est l'une des 5 expositions que le grand musée parisien connu dans le monde entier propose jusqu'au mois de novembre. La BD à tous les étages que vous avez co-commissionné, co-dirigé. Anne Lemonnier, bonjour. Et merci beaucoup d'être sur ce plateau. Exposition qui vous met à l'honneur avec beaucoup d'autres. Emmanuel Guibert, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Merci. Dessinateur et scénariste prolifique, Grand Prix du Festival d'Angoulême en 2020. On vous doit la série Sardines de l'espace avec votre ami Johan Sfar, la série La Guerre d'Alan, la série Ariol dont vous signez le scénario. Et vous présentez ces jours-ci le 3e volume de vos légendes, La mer à la campagne, qui paraît chez Dupuis. J'ai tout dit pour le moment. J'aimerais commencer. N'en jetons plus. J'aimerais commencer par 2 questions toutes bêtes qui s'adressent à tous les deux. Qu'est-ce que c'est une bande dessinée et depuis combien de temps ça existe ? Alors, on donne une date peut-être un peu symbolique, qui est 1827, la création par Töpffer de la première bande dessinée, dit-on. En tout cas, c'est du récit et c'est du dessin à la fois. Et cette identité complexe, cette hybridation en fait tout son charme, je trouve. Et on va découvrir dans ces 5, comme vous le disiez, expositions, et en particulier dans celle qui se trouve en Galerie 2, combien aussi elle se réinvente aujourd'hui, combien elle réinvente son langage et combien elle abandonne un certain nombre de codes pour sortir aussi des cases aujourd'hui. Emmanuel Guibert, c'est quoi la bande dessinée pour vous ? C'est notre espèce qui se raconte sa propre vie par le biais de la séquence, adjoignant des images à des mots. Voilà, moi je dirais ça. Non, c'est une belle définition. Quel est le point commun entre, parce que cette exposition, on va y revenir, mais rassemble les 3 pôles de création de la bande dessinée dans le monde, qui est l'Europe, le Japon et les États-Unis. Quel est le point commun entre un comics américain, un manga japonais et une BD à l'européenne ? Alors, c'est les 3 pôles majeurs de création, sûr, oui. Mais évidemment, il y a plein d'autres bandes dessinées. Alors, c'était tout le défi de cette grande exposition en Galerie 2, c'est-à-dire sur 1000 mètres carrés, donner à voir la bande dessinée, toute la bande dessinée. Donc on a choisi effectivement de se concentrer sur ces 3 territoires majeurs, tout en sachant bien que la bande dessinée existe au-delà. Peut-être que notre point de départ des années 60 est aussi une façon de rentrer dans ce que la bande dessinée a de commun dans ces années-là, quand elle devient, comme on le dit, c'est un peu grossier, mais quand elle devient adulte. C'est-à-dire qu'elle se met à regarder le monde, elle se met à être une bande dessinée du réel, elle se met à devenir une bande dessinée de l'intime aussi. Et ce point de bascule, on le voit autant dans la revue Garo, avec l'œuvre de Tsuge, par exemple, en 1964, que dans les récits qui prennent corps dans les années 60. Vous verrez que dans la salle inaugurale de l'exposition, on expose à la fois Harakiri et les éditions Losfeld, par exemple, qui révolutionnent complètement la bande dessinée. Et effectivement, c'est également un récit intime, un récit provocateur, un récit plus audacieux qui se donne à voir dans les comics underground qui naissent aussi dans les années 60. Donc là, peut-être qu'il y a un dialogue qui se crée à ce moment-là entre ces 3 territoires majeurs, dialogue qui se poursuit tout à fait en bande dessinée contemporaine aujourd'hui. Emmanuel Guibert, votre rencontre, vous, avec la bande dessinée, elle s'est faite quand ? Avec quoi ? C'était quoi la première BD que vous avez eue entre les mains ? Mais je pense dès 1964, puisque c'est l'année de ma naissance. Vous avez lu l'année de votre naissance, direct. Mais disons que j'ai eu des bandes dessinées à portée de main dès mon enfance. Et ça, évidemment, ça change tout. Lesquelles ? Oh, eh bien, j'avais à la fois des bandes dessinées qu'on pouvait voir en kiosque dans ces années-là, et puis je bénéficiais également du patrimoine de mon cher père, qui, lui, lisait déjà de la bande dessinée quand il avait 10 ans, donc en 1948, fin années 40, début années 50.
Donc, quand j'allais chez ma grand-mère, je retrouvais chaque année des numéros de Spirou, voilà, de la fin des années 40. Et pour moi, tout ça était tout un. Je l'avalais comme le reste, comme ce que je pouvais trouver en kiosque autour de moi. Et à peine vu, sitôt copié. C'est-à-dire ce qui fait l'effet extraordinaire d'entraînement de ce mode d'expression, c'est que moi, il m'a placé dans un état d'excitation tel que dès que je l'ai eu entre les mains, j'ai commencé à exercer ce métier, si j'ose dire. Alors ça, je devais avoir 3 ans peut-être, ou 4 ans, mais à faire déjà des petites séquences, à dessiner des bulles avec du charabia à l'intérieur parce que je ne savais pas encore écrire, mais dans l'idée de commencer à raconter la vie autour de moi. Ouais. Donc ça naît comme ça, je pense. Anne Lemonnier, vous le disiez, vous faites commencer l'exposition. Donc, quand vous dites la galerie 2, c'est l'étage le plus haut de Pompidou, celui duquel on a une vue sur Paris absolument magnifique, entre autres choses. Oui. Vous faites commencer l'exposition en 1964, date de la parution de Barbarella de Jean-Claude Forest. Et vous le disiez tout à l'heure, le genre a beaucoup évolué, notamment en Europe au cours du XXe siècle. On le disait, elle a commencé, je crois que c'est Mobius qui disait que c'était un péché originel de la bande dessinée de dire d'elle qu'elle ne s'adressait qu'aux enfants. Bien sûr, il y avait Tintin. À partir des années 60, il y a eu cette mue vers ce lectorat plutôt adulte. La BD est devenue politique, contestataire. Et aujourd'hui, tout sujet, tout public, c'est ça ce qui s'est passé sur ce siècle ? Tout sujet, tout public, oui. Et en tout cas, nous, on assume tout à fait le fait de chercher à donner à voir effectivement toute cette diversité. Et pour tout public, on a pensé en particulier au jeune public. Effectivement, c'est pas parce que on rentre dans cette... Ah ben là, on a une image de la toute première salle et de la toute dernière. Façon de résumer l'exposition en 2 images. Le jeune public n'est pas oublié. Et effectivement, même dans les salles où le propos est peut-être le plus grave, le plus sombre, le plus dur, je pense à la salle sur le récit mémoriel, sur le témoignage, on a pensé aussi à une adresse au plus jeune public, en particulier avec les planches d'Émile Bravo. Une chose qui peut-être, et c'est notable, change énormément au cours de ces 60 années, c'est la place des femmes. Hein. Et ça, c'est aussi une chose à laquelle on a été très attentif. La féminisation du médium, comme on dit, c'est pas très joli, mais est relativement récente. Et dans cette toute première salle, d'ailleurs, qui est donc consacrée comme un jalon premier aux années 60, ensuite... Le parcours est beaucoup plus libre, je dirais. Eh bien, on voit qu'il n'y a que 3 femmes exposées. Kuniko Tsurita pour le Japon et la revue Garo, Aline Comicsky-Crumb du côté des comics underground, et puis Olivia Clavel du côté de Bazooka. Alors, cette idée d'aller jusqu'à nos jours, d'aller jusqu'en 2024, c'était aussi pour donner toute leur place aux autrices. Oui. Ça, c'est peut-être, voilà. Je crois que le parcours, au départ, dans votre idée, devait s'arrêter au début des années 2000, et puis vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait pas assez d'autrices féminines qui sont aujourd'hui légion dans la bande dessinée. Nous embêtait un peu. Ouais. Voilà, ça vous embêtait un peu. Il fallait faire de la place aux Catherine Meurice, Pénélope Bagieux et autres Marjane Satrapi qui sont représentées dans l'exposition. Emmanuel Guibert, qu'est-ce qu'une bande dessinée permet de dire qu'un livre ne permet pas ? Je pense pas qu'aucun des modes d'expression soit exclusif des autres. La bande dessinée a des vertus dont on se rend compte dès lors qu'on ouvre un bon livre de bande dessinée et qu'on est gagné par le talent de son autrice ou de son auteur. C'est une façon de nous propulser dans un récit, de nous faire partager des relations, des dialogues, un décor... Je crois que l'aspect visuel est évidemment très important. On sait que beaucoup de gens qui acquièrent des bandes dessinées le font parce qu'ils sont d'abord frappés par la qualité visuelle de ce qu'on leur propose. Et puis, si tout va bien, quand ils entrent dans le récit, ils doivent trouver un complément à ce talent visuel en la personne, si j'ose dire, d'un scénario qui soit bien mené, qui soit riche et qui fasse qu'on referme le livre avec une impression d'admiration pour ses auteurs et un plaisir et un intérêt à l'avoir lu. Donc, évidemment qu'il y a une spécificité de la bande dessinée, puisque c'est une alliance singulière de la parole et de l'image, à telle enseigne que les gens, souvent, qui n'ont pas lu de bande dessinée enfant, vous posent cette question que ne se posera jamais quelqu'un qui est tombé dans la bande dessinée quand il était petit, c'est
par quoi je dois commencer? Est-ce qu'il faut que je lise d'abord les textes et que je regarde ensuite les images? Non, l'apprentissage, quand on est enfant, la lecture de la bande dessinée, c'est justement le tout-un, c'est-à-dire la possibilité de lire d'un seul tenant des images et du texte. Et j'ai fait l'expérience au cours de ma propre vie que cette expérience précoce, elle est d'un grand secours justement pour apprécier les images, pour les lire, pour les décrypter, et a fortiori pour les extrapoler si on est soi-même auteur et que, à partir de ce qu'on voit alentour, y compris des sources documentaires, si on fait de la bande dessinée historique, ce qui m'arrive, pouvoir les traiter de manière à les insérer dans son récit. Donc c'est un apprentissage, je crois, extrêmement riche. C'est un immense magistère, en fait. Si on devait faire le tour de ce que la bande dessinée nous apprend entre 0 et 10 ans, je pense que pour chacun d'entre nous, ce serait considérable. On a une image du monde à l'échelle de notre table de nuit, posée là, disponible, et qui, contrairement au flux des images que nous propose la télévision, le cinéma, la plupart des arts visuels, là, l'image, elle est consultable à tout moment parce qu'elle est fixe. Et en plus, elle illustre un paradoxe absolument extraordinaire qui est que tout fixe qu'elle est en mouvement constant. La bande dessinée bouge à l'intérieur de ses cases. Et néanmoins, à tout moment, on peut décider d'arrêter sa lecture et de s'abîmer poétiquement dans la contemplation d'une image. Moi, ça m'arrivait beaucoup quand j'étais petit, de me plonger dans la première case d'un Astérix où on voit le village avec tous les personnages vaguant d'une maison à l'autre, s'interpellant, discutant, etc. Ou la place du village de Benoît Brisefer, le soir où il a un rhume, et où le boucher est sur la porte de son étal, en train de discuter avec une commère. C'est des moments par lesquels la vie nous rentre dans l'esprit et dans les yeux par le biais d'un petit mode d'emploi, je trouve particulièrement efficace et particulièrement poétique. Et sans être réducteur, pour ne parler que de l'enfance et du rapport à la bande dessinée dans l'enfance, il y a quand même un apport exceptionnel qui est la bande dessinée, c'est celui du rire. Il y a une salle consacrée, je ne sais plus comment elle est intitulée, mais il y a... voilà, rire. Oui. Rire, rien que ça. Est-ce que ce n'est pas le média par excellence qui fait entrer le rire dans l'enfance? C'est merveilleux. Les 3 premières salles de l'exposition, après cette salle inaugurale dont on parlait tout à l'heure sur la contre-culture et l'underground, sont consacrées à 3 émotions ou 3 états, 3 sensations. Le rire, l'effroi et puis le rêve. On a voulu justement rentrer dans le parcours en s'abîmant dans ces éclats de rire, en rêvant et en ayant la chair de poule. Peut-être aussi dire que c'est des émotions. On n'a pas voulu en fait faire le parcours comme on rentrerait dans une librairie en allant d'un rayon à un autre. Vous voyez, c'est en allant du genre de l'humour, voilà, au genre du polar, au genre du western et puis à celui de l'érotisme. On a essayé de trouver des états, des émotions, des thématiques, des iconographies, des imaginaires qui pouvaient mettre en écho les fameux 3 territoires dont on parlait, créer un jeu de correspondance. Donc le rire, voilà, au sens large, est une façon de mettre en résonance les planches, en effet, de Maurice, les planches de Doraemon, avec celles de Catherine Meurice ou avec celles de Claire Bretéché, et de tisser comme ça un réseau de correspondance. De la même façon, dans la salle consacrée à l'effroi, on a le domaine japonais, qui est très féru de cette littérature d'horreur, qui est presque un genre chez eux, qui résonne avec les œuvres qui sont davantage des œuvres qui cherchent du côté du monstrueux, de l'hybridation, du récit déroutant, du récit gênant que peuvent mettre en œuvre des auteurs, je pense à Blanquet ou à Ludovic de Bourme, et puis faire résonner ça avec ce qui se passe du côté des États-Unis, avec là aussi le genre de l'horreur, ou des œuvres comme celle de Burns. Donc c'est voilà, ces grandes émotions
comme le rire, la peur, c'est aussi pour nous une façon de rallier ensemble, de trouver des moments de convergence entre ces territoires culturellement très différents. Vous avez évoqué la présence de planches d'artistes japonais dont je vous laisse prononcer les noms sans aucune difficulté, ce qui n'est pas mon cas. Et ça, c'est aussi l'une des très grandes qualités de cette exposition, c'est la présence de ces planches qui, pour certaines, n'étaient jamais sorties d'Europe. Oui. Et il y a quelque chose d'extraordinairement émouvant quand on se balade dans ce dernier étage du Centre Pompidou. Ce sont donc ces planches originales sur lesquelles on voit ce qu'on ne voit jamais, bien sûr, dans les bandes dessinées qu'on achète en librairie, les ratures, les hésitations d'un Uderzo, d'un Hergé, d'une Claire Bretéché. Ça, c'est magnifique, Emmanuel Guibert. Très émouvant. Oui, on voit bien les hésitations d'Uderzo, parce qu'Uderzo avait cette marque de fabrique de faire des planches absolument étincelantes, impeccables, sans rustine, c'est fascinant. Oui, on voit des gens, on rencontre des gens. Se pencher sur une planche, c'est évidemment retrouver, et c'est ce qui fait l'émotion de cette exposition. Il y a des auteurs que j'ai connus, y compris parfois personnellement, et puis perdus parce qu'ils étaient d'une génération bien supérieure à la mienne et ils sont plus de ce monde. Et je me rends compte en me penchant sur leurs travaux. Comme qui ? Comme Jean-Claude Forest, par exemple, dont il était question tout à l'heure. J'allais voir très volontiers Jean-Claude à la toute fin de sa vie. Et je voyais des cartons chez lui, évidemment, qui débordaient de ses planches à dessin. Et il arrivait à mon grand bonheur qu'il en sorte, qu'il en commande certaines et qu'on les étale sur la table et qu'on regarde ça ensemble. Mais ce que nous retrouvons, nous auteurs, mais je pense la plupart des lecteurs aussi, en tombant sur une planche singulière qu'on a lue et relue dans un album, c'est via ce que vous disiez avec beaucoup de justesse, hein, la petite annotation au crayon bleu inactinique sur le bord de la planche, la rustine qui a été faite à tel endroit, etc. On retrouve la cuisine des gens, donc on retrouve les gens, on retrouve cette existence penchée sur ces feuilles dont il ne faut jamais oublier qu'avant tout elles sont vierges et qu'il a fallu que quelqu'un se mêle de travailler dessus avec acharnement, souvent dans des continuums considérables, parce que là, on voit une planche généralement sélectionnée dans un album ou une petite séquence. Mais le fait est que ces albums, ils comptent parfois 60, 80, 100, 300 planches. Donc c'est un travail qui a son aspect harassant. Mais voilà, quand on tombe très singulièrement sur la planche en elle-même, on a un moment de la vie de ces gens et je trouve que beaucoup de leur personnalité ressort. D'autant que ce sont peut-être des éléments qui se perdent. Est-ce que la nouvelle génération ne travaille pas de plus en plus sur des tablettes sur lesquelles les ratures, les hésitations, les crayons bleus disparaissent ? Oui, c'est le cas aussi de notre correspondance. On s'écrit plus de vraies lettres, on s'envoie des petits textos, etc. Donc, bien sûr, il y a même des gens qui fabriquent aujourd'hui des planches de bande dessinée alors qu'ils n'y sont pas contraints uniquement pour le marché, parce que le marché de l'original fonctionne assez bien. Mais c'est vrai que de plus en plus, les choses se dématérialisent et que rien ne remplace quand même l'aspect émouvant, encore une fois, d'une feuille de papier vierge sur laquelle quelqu'un s'est escrimé à raconter une histoire avec plume, pinceau, crayon. La destination d'une page de bande dessinée, a priori, ça n'est pas d'être dans un musée. Et pourtant, effectivement, certaines des planches que l'on voit et des dessins que l'on voit sont des œuvres d'art absolues. Emmanuel Guibert, on voit notamment un de vos originaux qui est la couverture de la guerre d'Alan. Ce dessin est un chef-d'œuvre. Combien de temps il vous faut ? J'espère qu'on va le voir, ce dessin, mais que je n'ai pas sous la main, mais que j'avais tout à l'heure. Combien de temps il vous faut pour faire le dessin de la couverture de la guerre d'Alan ? Je crois que c'est une question à laquelle la plupart des dessinateurs ne peuvent pas répondre. On ne sait pas, on s'embarque. Mais si j'ose dire, comme disait Brassens, le temps ne fait rien à l'affaire. Ce qui compte dans ces cas-là, c'est qu'est-ce qu'on représente et comment lui rendre justice au mieux. Là, vous évoquez un copain, puisqu'Alan Cope, ça a été un ami très très cher, très près de l'os pour moi. Et je l'ai rencontré quand il avait près de 70 ans. Moi, j'en avais 30 à l'époque. Il m'a raconté sa Seconde Guerre mondiale qu'il avait faite comme GI. Il va de soi que si j'ai à le représenter sur une couverture de livre, c'est mon ami que je représente. Donc, je le fais avec beaucoup de sollicitude. J'essaye de le placer dans un environnement qui lui convienne. Ce dont vous parlez là, c'est la couverture d'un livre où il est en train de s'extraire d'une forêt. Il grimpe comme ça sur un monticule dans la nature. Je l'ai entouré d'arbres sur cette couverture parce que les arbres ont été, je crois, l'un de nos tout premiers sujets de conversation. Et il adorait les arbres, moi aussi. Donc, quand on a perdu un ami
et qu'on peut le dessiner en le plaçant dans un environnement qui lui convient, je crois qu'on continue à faire acte vis-à-vis de lui d'amitié et de sollicitude. C'est peut-être pour ça qu'on fait des bons dessins. C'est pas tellement parce qu'on a une virtuosité ou plus ou moins de virtuosité. C'est surtout parce qu'on aime ce qu'on fait et on aime les gens qu'on représente. J'ai feuilleté le catalogue très vite et donc j'ai retrouvé le dessin en question dont on parlait. Il y a du Robert Capa dans ce dessin absolument magnifique. Anne Lemonnier, les dessins d'Emmanuel Guibert, ce n'est pas pour... sont quelques-unes des œuvres exceptionnelles qu'il y a. C'est vrai qu'il y a des dessins devant lesquels on est vraiment saisi. Je pense à la salle, notamment la salle sur l'architecture, sur la BD en ville, les dessins de Mobius, bien sûr, qui sont merveilleux, les dessins d'Anki Bilal. Chaque dessin pris séparément et qu'on retrouve, nous, néophytes, dans un album, sont des merveilles. On parlait déjà de la difficulté de définir la bande dessinée, une hybridation entre le récit et le dessin. Une autre hybridation, est-ce que c'est du dessin à voir, en effet, à exposer sur une cimèse? Est-ce que c'est le livre qui est l'œuvre, puisque c'est le récit intégral qui se donne à lire? Bon, tout ça nourrit des débats et en tout cas enrichit notre perception de la bande dessinée, c'est certain. Mais moi, évidemment, ce qui me touche en tant qu'amoureuse du dessin, c'est bien sûr ces originaux. Et là, on a exposé 750 originaux, ce qui est un peu une folie du point de vue de l'organisation de l'exposition déjà, mais ce qui est aussi une folie pour l'œil. Et effectivement, je crois que ce parcours qui présente 130 artistes et où on a essayé, en exposant, comme vous le disiez justement, des séquences, de permettre aux visiteurs de rentrer un tout petit peu dans l'univers graphique et un tout petit peu dans le fil narratif de ces 130 artistes, c'est une joie pour l'œil. Le papier, en plus, a ce côté tellement fragile, tellement vibrant, et puis voilà, ce tracé à l'encre qui frémit. Enfin, la vie de cette feuille de papier qui, en effet, est destinée à être un peu surcontrasté, écrasé par l'impression et à devenir un livre certes merveilleux, mais se remet à vibrer là sous nos yeux, exposé en tant que simple feuille et en tant que simple dessin. Et ça, c'est un petit peu la magie de faire des expositions. On découvre en effet, comme le disait très bien Emmanuel, le dessin qu'on a connu, qu'on a lu, qu'on sait par cœur, tout autrement quand on en voit l'original, avec toutes ces marques de crayon, ces annotations, ce que vous appeliez ces rustines, ce qu'on appelle nous en dessin, en histoire de l'art, des repentirs, ce qui est un joli mot, je l'aime bien. Et ça, c'est très émouvant. D'ailleurs, on dit de la BD qu'elle est le 9e art. Emmanuel Guibert, l'Académie des Beaux-Arts ne s'y est pas trompée. Vous êtes, après Catherine Meurice, le 2e auteur de BD à être entré dans cette institution éternelle, avec une grande fierté, j'imagine. Oui, je suis très content d'être académicien. Évidemment, quand on s'y présente, à part les échos qu'on a de quelques personnes qu'on connaît et qui sont déjà membres de cette confrérie, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. On le découvre dès lors qu'on est élu et qu'on commence à siéger à l'académie et dans des commissions où on se rend compte qu'on bosse. Je crois qu'avant d'y entrer, je devais penser plus ou moins comme tout le monde que c'était un lieu honorifique où des gens d'un certain âge se pavanaient dans des pyjamas brodés. En buvant du thé. Et voilà. Et le fait est que si on veut faire des choses à l'académie, on peut. Parce qu'il y a des leviers d'action assez importants. Il y a beaucoup de commissions, de sous-commissions. Tous ces termes-là peuvent paraître un peu rébarbatifs et avant de s'y lancer redoutables. Mais dès lors qu'on y est, on se rend compte qu'on peut agir très concrètement sur la vie des gens, notamment évidemment de ceux qui ont affaire à l'expression artistique en France et à l'étranger et qui sont en difficulté, qui ont besoin de notre aide. Donc on réfléchit beaucoup à ça et on prend des décisions parfois rapides, avec des effets rapides. Et je trouve que ça fait partie vraiment des aspects les plus galvanisants de la présence dans cette institution. Un autre étant le fait de côtoyer des gens vraiment intéressants. Non, mais le fait que la bande dessinée soit représentée dans cette institution plus que centenaire française, c'est bien le signe, on en parlait tout à l'heure. Pendant des années, cette bande dessinée a été un genre minoré. On le disait, considéré d'abord comme un genre pour les enfants. Ça veut bien dire quelque chose, qu'elle soit là, à cet endroit-là.
Alors, nous, on est un peu parti du principe que la question de la légitimité était derrière nous. Voilà, on est un peu parti du principe que Emmanuel Guibert et Catherine Meurice, étant à l'Académie des Beaux-Arts, que Benoît Peeters faisant ses cours au Collège de France, on pouvait investir ce médium avec toute la liberté possible, sans faire de ces expositions des réquisitoires ou des plaidoyers, sans en faire des démonstrations, sans en faire des leçons. Mais il a quand même fallu attendre 2024 pour que une institution comme Pompidou ouvre ses portes à la bande dessinée. On a une longue histoire avec la bande dessinée quand même. Hein, et, en particulier, dans cette envergure-là, je veux dire. Voilà, c'est ça. Dans cette ampleur-là, effectivement, c'est une grande affaire. Mais voilà, pour mémoire, par exemple, l'exposition Hergé en 2006 était tout à fait une belle façon de présenter de la bande dessinée au Centre Pompidou. Et puis, tout le travail que fait la Bibliothèque publique d'information depuis des années est aussi une façon de valoriser ce médium. Peut-être que l'acte le plus audacieux, finalement, dans cette grande opération, la BD à tous les étages, parce qu'on n'a pas tellement raconté la structure de ce projet, mais en effet, il s'agit de présenter de la bande dessinée à tous les étages. Donc, de la cave au grenier. De la cave. Je ne sais pas si nos amis du département culture et création vont aimer ce forum -1 chez nous, où on présente de la création la plus contemporaine et la plus expérimentale, en passant en effet par la BPI, avec une exposition Corto Maltese, et puis en montant. Mais peut-être que le moment, pour vous répondre, le plus audacieux, c'est ce qui se passe au 5e étage du musée. Et je vous propose de nous raconter ce qui se passe au 5e étage du musée, juste après la pause. On se retrouve dans 3 minutes. Suspense incroyable, à tout de suite. – 10h30 sur France 24 et dans Parlons-en, votre rendez-vous pour prendre le temps. Et aujourd'hui, cette pause autour de la bande dessinée et de cette grande exposition organisée au Centre Pompidou ici à Paris jusqu'au mois de novembre, qui s'appelle La BD à tous les étages, qui sont 5 expositions en une en réalité, et dont on parle avec l'une des co-commissaires de cette exposition, Anne Lemonnier. Rebonjour et merci encore d'être là. Et avec vous, Emmanuel Guibert, dessinateur, scénariste, Grand Prix du Festival d'Angoulême 2020. Et vous sortez ces jours-ci le 3e volume de vos légendes, La mer à la campagne, qui paraissent chez Dupuis. Juste avant la pause, Anne Lemonnier, on évoquait l'une des expositions. On a beaucoup parlé de celle qui balaie 60 ans d'histoire de la bande dessinée. Mais à l'étage du dessous, il y a quelque chose de très beau qui, je crois, n'avait jamais été fait à ce jour. Vous faites résonner une partie de la collection d'art moderne et contemporain du Centre Pompidou avec des dessinateurs. Racontez-nous. C'est ça. Le niveau 5 du centre, c'est les collections modernes, le parcours des collections permanentes. Donc les chefs-d'œuvre du Musée national d'art moderne. Vous savez qu'on est la 2e plus grande collection d'art moderne et contemporain au monde. On part en 1905, on part du fauvisme pour aller dans les années 60, avant d'aller à l'étage contemporain au niveau 4. Et donc c'est dans ce parcours des collections permanentes moderne, que se déroule une double proposition. D'abord, j'en dis un mot parce qu'elle est complémentaire du projet dont on vient de parler en Galerie 2 là-haut. D'abord, une présentation de 6 monographies de grands maîtres historiques de la bande dessinée. Une mini-exposition Winsor McCay, George Herriman avec des planches à tomber de Crazy Cat, une mini-exposition autour d'Hergé, le Hergé des années 50, de l'aventure lunaire, et puis encore une autre sur Will Eisner en fin de parcours. Donc, viennent comme ça s'immiscer au milieu du parcours des salles où on montre en effet tous les chefs-d'œuvre de l'art moderne. Je montre notamment les planches. Par exemple, tout à fait. Dans la main, voilà. Qui ne connaît pas cette fusée magnifique. Bah là encore, on voit le travail préparatoire. On voit les bulles ne sont pas remplies. Hein. Je ne sais pas si on les voit bien. C'est ça. Le texte vient après. Magnifique. Donc ça, c'est effectivement la première proposition au niveau 5. Et puis la deuxième, et on parlait d'audace tout à l'heure pour répondre à cette question de la légitimation. C'est de proposer en effet 15 dialogues entre cette fois-ci des dessinateurs contemporains de bande dessinée, parmi lesquels Emmanuel Guibert, et des chefs-d'œuvre du Musée national d'art moderne.
des dialogues qui naissent parfois d'une citation, parfois d'un hommage, mais aussi qui mettent en lumière parfois un réseau de correspondance qui nous permettent aussi, moi j'ai eu plaisir au fil des visites d'ateliers, au fil des échanges avec les artistes, à creuser un petit peu. Là, en l'occurrence, vous avez entre les mains le dialogue entre Emmanuel Guibert et Robert Doisneau, immense photographe français. Les photos de Doisneau sont là, et vos dessins, Emmanuel, on va en parler dans un instant, sont là. Il y a aussi, par exemple, les dessins de Catherine Meurice avec les aplats de Rothko. Voilà, alors là c'était davantage né d'une citation, puisque Catherine Meurice initie son ouvrage qui narre le traumatisme des attentats de Charlie Hebdo, La légèreté, en 2015, par cet appel à de grands espaces, à une peinture pure, à une peinture abstraite. Elle a envie d'être noyée dans de la couleur, et elle appelle Rothko, elle appelle aussi Hockney, elle appelle William Turner à son secours. Donc là, il s'agit effectivement d'une citation que je me suis amusée à creuser avec elle. Mais ce sont parfois, oui, des jeux d'écho un petit peu plus lointains. Et celui avec Doisneau en est un. Quand on découvre que les planches de Martha et Alan d'Emmanuel Guibert sont faites en fait à la craie, au dos de rhodoïdes, donc sur cette matière qui rend la couche picturale flottante comme les souvenirs dans la mémoire. Enfin, quelque chose commence à se tisser, qui est un questionnement en effet de la mémoire, de l'instantané, comme on dit en termes photographiques. Mémoire étant évidemment un des sujets majeurs de l'œuvre. Oui, Emmanuel Guibert, dans votre travail, on le disait tout à l'heure, on évoquait la figure d'Alan qui a vraiment existé, qui était un ami à vous. Robert Doisneau était bien sûr le photographe de l'humain, lui qui a fait tant de portraits, qui a saisi comme ça cette âme française, ou cette âme tout court d'ailleurs. L'humain, c'est vraiment le cœur de votre travail. Donc j'imagine que vous raisonner avec quelqu'un comme Robert Doisneau, ça... Oui, évidemment, c'est Noël qu'on nous a offert. Là. C'était absolument extraordinaire et divin de pouvoir dialoguer, oui, pourquoi pas, avec des gens de ce tissu, de cette qualité, et pour lesquels on a tous une admiration sans borne. Donc, voilà, moi, je n'avais pas pensé de prime abord à Robert Doisneau. C'est une suggestion qui m'a été faite par Anne. Et tout de suite, j'en ai senti évidemment à la fois l'aspect honorifique pour moi et puis la justesse d'avoir à discuter avec quelqu'un qui aura passé son existence en effet à guetter les physionomies et puis ce qu'elles traduisent de la psychologie des gens, de leur façon d'agir et d'interagir. Et en cela, bon, c'est vrai que quand on pratique beaucoup le dessin d'observation comme moi, c'est le cas dans les carnets de croquis dont vous parlez qui sont publiés, là, il y a un cousinage évident entre le photographe aux aguets, à l'affût dans les rues des scénettes qui vont s'y dérouler, et puis le dessinateur. On n'a pas le même outil en main, on n'a sans doute pas le même tempo, on n'a pas tout à fait les mêmes possibilités. L'intention est la même, de figer quelque chose. Au final, on retrouve un peuple de gens qui sont curieux de l'existence, qui ont envie, si j'ose dire, de se payer sur la bête, c'est-à-dire de ne pas regarder passer la vie sans avoir en main quelque chose qui permette de saisir de temps en temps un poisson. Et qui, Vous aimez bien l'image du poisson, parce que vous dites que vous saisissez le poisson, il est déjà parti, que vous n'avez pas encore fini votre dessin, mais sur le dessin, le poisson est toujours là. Oui, voilà, ou en tout cas partiellement. J'ai beaucoup de portraits de gens dans les transports en commun, par exemple. Si j'ai pas eu le temps de dessiner leurs jambes et qu'ils s'en vont en les emportant, j'ai des culs de jatte, moi, dans mes carnets. Mais, ah oui, vous ne dessinez pas les jambes si vous n'avez pas eu le temps de les... Non, je laisse généralement le dessin dans l'état d'inachèvement dans lequel m'a laissé son modèle quand il m'a planté là. Donc voilà, c'est une de mes règles. Mais voilà, il y a évidemment une curiosité à l'origine de tout ça. J'ai pas envie de dire une volonté de comprendre, mais une volonté tout simplement de s'imprégner de l'existence, et peut-être une hantise, quelque chose qui s'apparente à une névrose, sans doute, de conserver, d'arrêter le flux de la disparition constante des gens, des choses, des objets, de la nature, et par le biais totalement illusoire d'un petit rempart de papier barité ou de papier dessin sur lequel on va fixer
le trait d'une personne qui sera plus là dans la seconde parce qu'elle va descendre du métro, mais qui sera peut-être plus là dans la décennie parce qu'elle aura cassé sa pipe, et dont, de manière totalement magique, mais nous sommes des êtres chimériques qui ne nous nourrissons uniquement des histoires qu'on veut bien se raconter, l'idée de leur offrir une espèce de pseudo-éternité qui durera ce qu'elle durera, mais qui est consolante. Moi, je me suis rendu compte que Alan, qu'on voit s'afficher derrière Anne, là, en ce moment, le fait d'avoir continué à lui tenir la main, si j'ose dire, après son décès, en racontant sa vie, ça a été un adjuvant extraordinaire à ce deuil. Ça a été un viatique formidable. Ça m'a permis de vivre beaucoup mieux sa perte et sa disparition, sachant en plus que je le faisais en complicité continue avec lui, puisqu'il avait voulu que je continue après sa mort. Donc j'ai son accord, en quelque sorte. Et je vous parlais de la sollicitude qu'il y a à représenter des personnages. Le fait à continuer aujourd'hui, puisque je continue à produire des volumes sur sa vie, à l'habiller, à le nourrir, à faire ce qu'on fait aux gens qu'on aime, alors on peut essayer de me secouer, de me réveiller, de me pincer en me disant c'est un petit théâtre de marionnettes, ça veut rien dire. Moi, sur le plan intérieur, je trouve ça extraordinairement gratifiant. Sachant que vous dites que vous utilisez du papier dessin, je crois que vous dessinez sur tout support, tout le temps. J'essaie beaucoup de choses, oui. Voilà. J'aime bien expérimenter, oui. Je le disais au début de l'émission, Anne Lemonnier, un livre sur 4 vendu aujourd'hui en France est une bande dessinée. On ne compte plus dans les villes les librairies spécialisées en bande dessinée. Angoulême, dont vous avez été le Grand Prix, Emmanuel, accueille le plus grand festival de bande dessinée du monde. Il y a des dessinateurs stars dont vous êtes, qu'on s'arrache, y compris sur les plateaux de télévision. Est-ce qu'il y a une forme d'exception française? Attention, c'est le moment cocorico. Je ne sais pas si on peut dire ça. Non, la librairie, oui. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on défende très, très fort. La librairie et la librairie spécialisée, en effet. Et probablement une exception et un lieu d'échange absolument incontournable et phénoménal et parfois le lieu de certaines, je pense à Losfeld, je reviens à Losfeld, tout commence dans une librairie, donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut mettre en lumière, disons, quand on parle de bande dessinée française, mais bon, les succès commerciaux sont, vous le savez, aussi très forts du côté du manga. Donc, je ne suis pas sûre qu'il y ait quelque chose à... Oui, 5500 nouveaux titres par an, je crois. On a vu... Il y a un genre de bande dessinée qui marche très bien aussi en ce moment. C'est des BD... politico, historique, pédagogique, je pense, et pour en parler régulièrement sur cette antenne, notamment à la BD sur l'histoire de Jérusalem, signée de Vincent Lemire, et malheureusement j'ai oublié le nom de la personne qui a fait les dessins, mais ça dit quelque chose, cette bande dessinée, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle n'est pas là pour simplifier cette histoire millénaire de cette ville qui est au cœur des soubresauts du monde, mais elle est très complexe, et pour autant elle a beaucoup de succès. Alors c'est pas pour parler de cette bande dessinée en particulier, mais il y a aussi là quelque chose d'important de ce genre qui ne simplifie pas, mais qui est une porte d'entrée qui peut être moins effrayante par endroits pour certains qu'un livre, je veux dire. Oui, je pense qu'il faut prendre à bras-le-corps des sujets qui nous intéressent, considérer que rien ne nous est interdit. Je pense que les auteurs de bande dessinée l'ont toujours fait, hormis évidemment dans des périodes plus restrictives où la censure était plus forte, où les publications destinées à la jeunesse étaient plus encadrées. Mais dès ces années 60, en fait, on s'est rendu compte que, à peine, comme souvent d'ailleurs dans un mode d'expression, dès qu'une porte s'entrouvre, il y a un effet comme ça d'appropriation considérable qui fait que du jour au lendemain naissent des gens. Mais pour ça, il faut un substrat. Il faut un pays accueillant. Et on a un pays accueillant, la bande dessinée, Dieu merci. Il faut que la table ait plusieurs pieds. Il faut des auteurs, évidemment, mais des auteurs, il y en a toujours. Mais s'il n'y a pas d'éditeurs, s'il n'y a pas de diffuseurs, s'il n'y a pas de bibliothèques et de librairies, et il n'y a pas de public. Parce que s'il manque un des pieds de la table s'effondre. Donc, avoir un pays accueillant à la littérature et à la littérature dessinée depuis toujours,
et être quand même porté par une tradition aussi. C'est très important. C'est pour ça que une exposition rétrospective comme celle-là nous conforte dans notre activité. C'est qu'on voit à quel point on a été précédé par des gens géniaux, engagés, qui ont fait des choses formidables. Donc tout ça crée un contexte qui permet à la bande dessinée de s'exprimer avec confiance et donc de se dire rien ne m'est interdit. Et pourquoi pas raconter un fait d'histoire contemporaine, pourquoi pas s'en emparer pour en faire je ne sais quel guide pratique, etc. Enfin, tout est autorisé dès lors que c'est fait avec un minimum de talent quand même. Il faut s'y consacrer, il faut du temps, il faut de la jugeote, il ne faut pas avoir peur de chercher. C'est le cas dans le cadre de la bande dessinée historique, des questions de documentation. Il faut aller à la rencontre, Quand j'ai commencé, Internet n'existait pas, j'allais en bibliothèque, j'y passais beaucoup de temps, c'était formidable d'ailleurs, ça m'a appris énormément. On se forge à soi-même aussi une culture générale, on espère en infuser un peu notre public, on se dit j'apprends des choses et en effet c'est un but assez noble que de vouloir apprendre ce qu'on a soi-même appris, c'est le principe de la pédagogie. Donc voilà, tout ça mis ensemble, ça crée des circonstances et ça crée un moteur idéal pour travailler. Et je trouve que notre pays, pour ça, est assez paradisiaque, même si évidemment il y a des difficultés, il y en a toujours. Il y a une salle qui s'appelle Histoire et Mémoire, on l'évoquait à l'instant, ce sera ma dernière question. Il y a notamment, je pense que c'est dans cette salle-là qu'il y a ces planches d'Art Spiegelman. À qui peut-on penser d'autre quand on parle d'apport historique exceptionnel avec son travail sur Maus? Oui, vous parliez de la bande dessinée qui raconte le monde, la bande dessinée qui raconte l'histoire. Alors effectivement, il y a ce grand courant de la bande dessinée un peu plus pédagogique, didactique, mais il y a aussi ce qu'on a voulu nous, en effet, donner à voir, c'est la bande dessinée qui parle qui est un récit mémoriel, un récit des traumatismes vécus intimement, un récit familial. Alors, bien entendu, Tardi est un grand maître dans ce domaine-là, mais on a également exposé le récit sur Hiroshima de Keiji Nakazawa et en écho, Art Spiegelman, dans une sorte de salle, petite salle mémorielle, petite salle monographique au cœur de cette question du témoignage, Art Spiegelman, avec ce prêt extraordinaire des 4 planches de Prisoner of the Hell Planet qu'il a dessiné en 72 pour raconter le suicide de sa mère, et puis les dessins préparatoires pour Maus qui sortent dans Rao à partir de 80 et qui là aussi constituent un ensemble extrêmement émouvant, parce que là ce sont de toutes petites études préparatoires qui constellent les murs et qui donnent à voir la genèse, le processus créatif de cette œuvre qui a, je pense, bouleversé des générations et sans doute fait naître aussi de nombreuses vocations. Un chef-d'œuvre qui a fait comprendre aussi que la bande dessinée était destinée à un public peut-être tout autre que celle des amateurs de bande dessinée auparavant. Et dont le témoignage nous montre, s'il le fallait encore, que l'histoire compte, et peut-être en ce moment plus que jamais. Merci infiniment à tous les deux d'être venus nous parler de cette exposition, la bande dessinée à tous les étages. C'est au Centre Pompidou jusqu'au mois de novembre. Il faut y aller. Anne Lemonnier, co-commissaire de cette exposition. Merci beaucoup. Emmanuel Guibert, merci beaucoup. Merci à vous. La mer à la campagne, c'est Légende, paru chez Dupuis ces jours-ci. Et très belle journée. Tout de suite, c'est le Focus, le grand format qui nous emmène en Belgique. On se retrouve juste après.